Africain vient, bâtissons le berceau de l'humanité. Togolais vient, bâtissons la cité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre rubrique à la redécouverte de l'Afrique sur Afrigazone. Afrigazone, dans ce nouveau numéro de votre rubrique, nous allons échanger avec un compatriote qui a deux cultures et puis il investit aussi en Afrique. Quel est ce compatriote, mesdames, messieurs? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner à la chaîne Afrigazone. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Si vous êtes déjà quelqu'un qui suit nos publications sur Afrigazone, alors laissez vos commentaires. Vos commentaires vont nous avantager à faire encore mieux, à découvrir encore mieux sur Afrigazone. L'Afrique décrite par les Africains, c'est sur Afrigazone. Voilà, nous sommes avec le responsable du bar-restaurant Le Kalendi, ici à Nikonakwe. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, on aimerait vous connaître plus davantage. Je suis Lino Chosi, Lino Kofi Chosi, franco-togolais. Et c'est avec ma mère que j'ai ouvert ce restaurant il y a à peu près 2 ans. 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, on a ouvert ce restaurant, typiquement africain. On voulait proposer des produits qui étaient locaux, qui allaient bien se marier avec notre liqueur. Oui. Et c'est comme ça qu'est né le restaurant. Le restaurant Le Kalendi. C'est ça. Voilà, vous êtes franco-togolais. Donc c'est ça, je suis franco-togolais, je suis né au Togo. Oui, vous êtes né au Togo. Né au Togo. Papa togolais ou bien non, maman togolaise? togolaise. Voilà. C'est pour ça que la cuisine, c'est plus maman qui s'en occupe à ce niveau-là. Voilà. Alors ça prouve que vous avez deux cultures, culture togolaise, culture française. Exactement. Est-ce que vous êtes, disons, à l'aise avec ces deux cultures? Vraiment, depuis que je suis tout petit, je suis né au Togo, j'ai vraiment vécu dans divers environnements. Et je ne me suis jamais vraiment posé cette question de est-ce que je me suis toujours senti à l'aise en fait, partout. On a voyagé en Guyane française, donc là-bas c'est un endroit très métissé, donc il y a toujours eu des mélanges autour de moi, des gens qui venaient un peu partout dans le monde. Après j'ai vécu au Sénégal. Donc là-bas, je me suis senti sénégalais. J'étais vraiment dans la culture, jouer, parler wolof, insulter en wolof. Vraiment la vie. La vie est belle là-bas. La vie de sénégalais. Et j'ai fait mes études au Canada. Et tu vois, c'était pour moi la première fois que je partais dans un pays occidental. Et c'était, j'allais en vacances en France, tout ça. Mais voilà, c'était comme, c'était un nouvel endroit où je me suis quand même senti là-bas africain en Occident. Mais très rapidement, non, je me suis senti à l'aise et puis je suis revenu, je travaillé en Allemagne et finalement je suis rentré au Togo parce que c'était là que je me sentais le mieux en fait. Et là, on peut dire que c'est un atout pour vous, bien un handicap? Ouais, complètement. Je crois que il y a toujours un atout, il y a toujours quelque part un handicap. Mais clairement, quand je suis revenu au Togo, je l'ai fait parce que je me suis dit que je serais plus avantagé métis au Togo. Que métis en Allemagne ou en Europe, où il y avait certaines difficultés qu'il fallait passer à travers, qui ici étaient moins, c'était plus facile ici au Togo. Donc au Togo, je dirais que c'est davantage un avantage d'avoir ces deux cultures-là qu'en Occident. Même en Occident, c'est aussi un avantage, mais c'est plus facile d'apporter ici quelque chose en mélangeant les choses et tout. Vous-même, est-ce que vous vous considérez comme un Africain pur ou bien quelqu'un de l'Occident? Je me considère vraiment comme un mélange des deux. Un mélange des deux. Mes deux parents sont là, mes deux parents ont toujours apporté ces deux choses. Moi, on va manger la pâte, mon père va préférer prendre une fourchette pour manger avec, ma mère la main. Puis il y a des jours où je prenais la main, il y a des jours où je prends la fourchette et vraiment ça passe. Oui, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que chez nous ici, quand on voit les métis, on les considère comme des blancs. Ils ne sont pas des noirs comme nous. Et vous, comment est-ce que vous vivez cela? Est-ce que c'est exactement la même chose en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on est considéré comme des noirs et pas comme des blancs. Mais cette intégration, moi, je sais pas, je me suis vraiment jamais posé. Quand j'étais entouré de blancs, je me sens blanc avec eux. Quand je suis entouré de noirs, je me sens noir avec eux. Il n'y a vraiment pas un seul endroit où je me dis, où j'ai l'impression de faire tâche, où j'ai l'impression de ne pas être. Donc vraiment, c'est quelque chose. J'ai eu des amis métis qui ont vécu ça un petit peu difficilement, qui ont vraiment voulu choisir un côté. Moi, cette question, je ne suis pas vraiment posée. Genre, c'est vraiment toujours été, je suis métisse, vraiment, j'ai deux cultures en moi.
j'ai deux backgrounds et les deux fusionnent pour avoir une seule entité où à la fois je vais avoir des caractéristiques qui vont venir de ma mère, d'autres qui vont venir de mon père. Et ça va vraiment être pour moi, c'est vraiment un mélange que j'assume totalement et qui fait vraiment partie de moi. Il y a aussi un terme qui fait mal à beaucoup de personnes, surtout les Africains, quand on parle d'homme de couleur. Alors, vous, quelle conception donnez-vous à cette phrase? Il y a un truc que dans ma vie, le racisme, je ne l'ai pas vraiment senti, que ça soit en Europe, en Afrique. Et je me demande si c'est dû à moi, ma capacité à vouloir... à ignorer ce genre de choses dans mon environnement, parce que j'ai vraiment une approche très centrée vers le positif, c'est-à-dire que les choses que je ne peux pas changer, que je ne peux pas changer, je ne m'en soucie pas vraiment. Donc au niveau de l'appellation homme de couleur, je pense que on est tous plus ou moins l'homme de couleur de quelqu'un. Tu vois, pour un blanc, un homme de couleur, ça peut être un chinois, un togolais, un français. Pour un togolais, un homme de couleur, ça peut être un asiatique, un français. On est tous colorés. Le blanc est encore une couleur. Voilà, vous êtes né ici au Togo, vous vivez au Togo. Parlez-nous un peu de votre intégration dans la société togolaise. Alors, petit, j'ai parlé Mina. Ça, c'est quelque chose, tu vois, qui a quand même un regret pour ma mère, pour moi-même. Pourquoi un regret? Là, parce que c'est après coup qu'on aurait aimé que je parle aujourd'hui toujours Mina. Ce qui s'est passé, c'est que deux cultures se sont confrontées à ce moment-là. Deux parents ont eu des décisions à prendre et un parent ne voulant pas être écarté de la structure familiale a préféré n'a pas voulu que ses enfants s'accaparent parlent une langue que lui ne comprenait pas. Donc il y a eu une certaine pression à ce niveau-là pour ne pas qu'on développe notre capacité à parler Mina. Donc ça vraiment c'est un regret parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui me manque. Genre c'est dommage, souvent je me dis j'aurais vraiment aimé parler Mina à ce moment-là. C'est pas trop tard. Vous comprenez quand même. Mais je comprends les termes qu'une maman dit à son enfant. Quoi. Je comprends quand elle me dit viens manger, etc. Genre quand elle va me dire ma polo, je vais te exactement, c'est ça. Mais après non, comme j'ai pas pu vivre au Togo vraiment, j'ai pas été entouré non plus de la langue à part ma mère qui me parlait, etc. Donc avec mon frère et ma sœur, on est tous les trois, on n'a pas parlé Mina. Oui, de façon générale, quelle appréciation vous pouvez donner à la culture togolaise ou africaine? Il y a du bon. De manière générale, j'apprécie la vie ici, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer. Que ça soit mais qui sont vraiment d'ordre, peut-être c'est culturel, parce que ce sont vraiment des habitudes, des fonctionnements, des tabous qui sont propres aux cultures, à cette culture, que je trouve néfastes en fait. Le fait que les gens se cachent beaucoup sur certaines choses, qu'ils ne soient pas forcément honnêtes. Au Togo, où on a toujours souvent l'impression que les autres nous veulent du mal. Et je trouve que ça crée un climat qui n'est pas très sain, où les gens ne se font pas confiance. On va cacher ses projets, on va cacher ses idées, on va se dire que celui-là, il veut prendre ce que j'ai. Et ça, c'est quelque chose. Les gens ne sont pas ouverts. Les gens ne sont pas. Je trouve qu'il y a une méfiance. Une méfiance trop grande envers des gens qui sont proches de nous, qu'on ne retrouve pas aussi fort dans d'autres pays, en Occident, etc. Il y a une solidarité qui est un peu plus. Et pourtant, ça paraît paradoxal parce que quand beaucoup d'Européens pensent à l'Afrique, ils se disent « Ah, c'est un pays de chaleur où les gens sont proches. Ici, on n'abandonne pas nos aînés dans des maisons de retraite. Ici, on est vraiment proche de nos familles, etc. » Oui. C'est des avantages pour l'Afrique quand même. Mais les disputes que j'ai vues naître dans les familles en Afrique, mais on en connaît tous, on est d'accord. L'oncle d'un tel qui a décidé qu'aujourd'hui, il allait complètement, qui voulait par exemple sa part d'héritage, donc il va bloquer le truc, attaquer. Non, il y a vraiment des choses qui sont. Et je pense que c'est dû à une méfiance, malgré tout, un peu une forme d'hypocrisie
un faux sourire, où on se dit qu'on est tous frères, qu'on est tous proches, mais au fond, derrière, c'est pas, il y a il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de... Mais je pense que c'est peut-être aussi dû aux différences sociales qu'il peut y avoir entre... Et en vrai, c'est compréhensible. Il y a beaucoup... Genre, c'est regrettable que le niveau de vie soit pas plus haut. Oui. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, en fait. Souvent, quand je prends la voiture, je me dépasse, je me dis, regarde le nombre d'enfants qu'il y a. On a une population de 75% de jeunes. Et je me dis, mais demain, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est pour ça que je me lève, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui, pour que ces jeunes-là, demain, ils puissent s'acheter une voiture, avoir une maison, partir en vacances. Qu'est-ce qu'on va pouvoir les jours passent, les années passent, mais ils sont toujours au même niveau. Et ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la situation n'est pas très bonne déjà, mais demain, ils seront 10 fois plus, ces jeunes-là, à chercher du travail. Bon, finalement, selon vous, à qui la faute? La faute à la jeunesse ou bien la faute aux dirigeants africains? On est tous toujours responsables un peu, plus ou moins. On a tous quelque chose qu'on peut faire. Tout le monde peut faire quelque chose. Et c'est plus un système. Moi, je dis souvent, il faut pas... les joueurs, c'est pas eux qu'il faut en vouloir, c'est plus aux règles du jeu. Le jeu est fait en sorte que, dans ce jeu-là, il faut être... c'est comme il faut penser à soi pour truc. Et si on voulait vraiment... C'est pour ça que je ne suis pas accusé, c'est pas les dirigeants ou c'est pas la jeunesse. Tout le monde joue un jeu. Eux, ils essayent de jouer le jeu qui va les être avantager. Et si les avantager, c'est écraser d'autres personnes dans les trucs, ben, ils vont le jouer parce que c'est dans leur... ça va dans leur avantage. Voilà. Donc, je pense que chacun doit pouvoir se dire qu'il ne faut pas attendre que nos dirigeants ou quelqu'un d'autre fasse ce qu'on aimerait voir fait. C'est pour ça que je ne me dis pas, tiens, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour que ces jeunes aient du travail. Je me dis, qu'est-ce que moi je pourrais trouver comme industrie qui va employer beaucoup de monde, qui va permettre de faire quelque chose, qui va pouvoir... c'est ce genre de choses plutôt que je pense qu'on devrait faire. Quelque part aussi, on a l'impression que beaucoup d'Africains semblent abandonner leur culture pour s'approprier de la culture occidentale. On voit par exemple les jeunes qui se dépigmentent pour devenir teint clair comme vous. Alors, selon vous, est-ce que c'est normal pour un Africain de chercher à changer sa culture? C'est difficile à dire parce que je suis quelqu'un de très... j'aime la liberté des gens et... quand une personne veut faire quelque chose, je me dis qu'il a toujours de bonnes raisons personnelles de le faire. Il a ses raisons. Il a de bonnes raisons. Parce qu'on ne fait pas des choses, on ne se lève pas le matin, aujourd'hui je vais faire ce que je pense qui est mauvais pour moi. Et donc, c'est dû à l'environnement, c'est dû à des choses qui vont pousser cette personne à se dire que sa vie, il va davantage l'apprécier en changeant qui il est, en s'appropriant une autre culture. Ça a des effets malheureusement négatifs. S'il n'y avait pas d'effets négatifs, moi j'aurais dit oui, chacun fait comme il veut, etc. Mais des effets négatifs de santé, des effets négatifs peut-être de troubles même de sa personne, on ne sait pas aujourd'hui, demain peut-être qu'il pourrait changer et regretter ce genre de choses. Donc les effets négatifs font qu'en sorte qu'il faudrait, si on voulait trouver une façon d'éviter ça, il faudrait pousser vers l'avant des choses de sa culture pour essayer de se dire que pourquoi chercher ailleurs quand ce que j'ai est déjà bien et tout. Mais il y a moi il y a un pays, le Sénégal justement. J'ai rarement vu un pays avec une culture aussi forte, même dans les autres pays, dans l'Occident, etc. Genre, on peut se rendre compte qu'au Sénégal, il y a le sport national, la lutte sénégalaise. La lutte, c'est la lutte traditionnelle. Mais il y a les professionnels, des gens qui vivent de ça dans leur pays. C'est-à-dire que c'est pas... Ils n'évoluent pas à l'étranger. Ils ne sont pas en train d'aller faire des compétitions en États-Unis. Non, dans leur pays. Voilà. Il y a un championnat même qui est organisé là-bas. Deux Sénégalais qui vont se battre pour des millions avec un public qui va supporter. Ça, c'est une partie. Musicalement, le mbalar, c'est une musique qui est sénégalaise. Et les gars en vivent aussi. Des artistes qui vont vivre de leur musique, etc. Et je trouve ça vraiment formidable. Ils sont très fiers de leur culture. Leur culture est très riche sur certains domaines. Et c'est une bonne chose. Et je ne pense pas que le gouvernement ait fait quoi que ce soit pour encourager. Je trouve que c'est vraiment une question de culture. Et donc, au Togo, l'histoire fait que les cultures sont un peu cassées entre plusieurs blocs. Il y a des choses qui sont difficiles à retrouver.
Mais chacun veut dire que c'est pour lui qui est le meilleur, donc il n'y a pas cette harmonie. Mais bon, le monde tend à évoluer, il y a des choses qui hier n'étaient pas les mêmes, et puis on avance, et puis les choses évoluent. Je pense que ça fait partie de l'histoire. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas stigmatiser faut pas stigmatiser les gens qui décident d'en faire autrement, qui décident de changer, qui décident qu'ils veulent devenir quelqu'un d'autre. Ils ont forcément des souffrances en eux, ils ont des volontés de faire autre chose. On peut pas ça serait dommage de leur dire non. Aujourd'hui, vous êtes le promoteur du bar-restaurant Le Kaliendi. L'idée vient de vous, bien de votre maman? L'idée vient de moi. J'ai toujours aimé la cuisine de ma mère. Et je me suis dit, maman, mais de la même manière je me suis dit, on avait la liqueur. Ici, avant, c'était des bureaux. C'était vraiment 2 pièces qui étaient... Et je me suis dit, c'est dommage que quand les gens viennent, ils aient juste à acheter. On pourrait faire peut-être autre chose. J'ai toujours voulu qu'elle fasse un restaurant. Je me suis dit, viens, je crée un petit restaurant. On va pas faire pas grand-chose, on fait un petit truc. Et ça devrait être... Voilà, c'est l'idée comme ça. Et voilà, pour faire asseoir Le Kaliendi ici, est-ce que les démarches administratives, ça a été facile pour vous? Non, ça a été quand même plutôt facile. Au niveau des démarches administratives, on a pu commencer rapidement, on a pu mettre en place... Vous parlez du restaurant? Non, le restaurant, non, c'était très simple aussi. On a vraiment commencé... Et le bar? Le bar aussi, pareil. On a vraiment mis ça en place, on est parti voir... On avait quelqu'un, une personne ressource, c'est important, qui s'est occupé de tout ce qui était administratif. Donc c'est comme ça qu'on a pu... On a pu ouvrir assez rapidement sans être embêté du tout. Il n'y a pas eu de difficultés à ce niveau-là. Voilà. À part cela, est-ce que vous avez d'autres perspectives? Vous avez des ambitions à créer d'autres entreprises peut-être pour la jeunesse, pour sauver la jeunesse congolaise? Toujours. Mais j'ai pas encore trouvé l'industrie qui va permettre d'avoir un impact vraiment intéressant. Parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, on est toujours sur 4, 5 personnes et on ne se dit pas que ça a un impact si gros sur le futur. C'est pas quelque chose de... Là, des petits projets, je vais ouvrir un autre restaurant, qui sera sûrement ici aussi, un truc de cuisine asiatique. J'avais des projets à très long terme de me dire qu'un jour je voulais créer une grande université, une université qui serait autonome. On sort de Lomé, on prend quelque part, un grand terrain, on fait des pizzas autonomes avec une université, des bâtiments, des gens qui vivent là-bas. Je ne sais pas dans combien de temps ça pourra se faire. Ça viendra bientôt. Peut-être. On l'espère bien. Mais voilà, je pense que j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a plusieurs secteurs qui peuvent permettre à un pays le tourisme. Je me suis dit, est-ce qu'au Togo on a vraiment les ressources, il y a des trucs intéressants. Ça peut être toujours à développer. Je me suis dit, il y a l'industrialisation, la transformation de matière, c'est pas mal intéressant. Je me suis dit que c'est potentiellement... Il y a les services. Les services qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir comme clientèle le monde entier aussi. Je ne sais pas sur quel axe ça serait plus intéressant. Voilà, il y a aussi les Togolais qui sont de la diaspora. Beaucoup d'entre eux craignent à venir investir au Togo pour des raisons. On ne sait jamais. Quel conseil allez-vous leur donner pour les encourager à venir investir au Togo ou en Afrique? Je pense qu'il faut vraiment se dire, il faut vraiment avoir un plan en tête, parce que c'est pas si évident que ça. C'est pas si parce qu'il y a beaucoup qui viennent avec de grandes idées, qui arrivent très rapidement, se dire ça va être fait. Et ils se retrouvent face à une réalité auquel ils n'ont pas l'habitude. Le Togo, c'est pas un marché facile. Mais je me dis que quand on a réussi à séduire les Togolais, c'est le monde, on peut séduire le monde. Pour moi, j'ai vu ça vraiment comme un... J'en avais conscience quand j'ai même créé à Liqueur et tout. Je me suis dit, bon, on a un petit marché. C'est pas ici qu'on va vraiment prospérer. C'est pas ici qu'on va... Mais c'est ici qu'on va apprendre. On va venir ici, on va créer notre produit. On va le confronter à une réalité qui n'est pas facile, à beaucoup de critiques. Mais si on y arrive là, on pourra, après ça, être prêt pour le reste du monde, etc. Oui, est-ce que la séduction a été facile à votre niveau? Séduire les Togolais à venir consommer chez vous? C'est ce que c'est. On sait que dans tous les coins de la ville, il y a des petits bars avec les liqueurs et autres. Est-ce que pour chez vous, là, ils viennent si facilement? Pas encore. Pas encore. On essaye vraiment, tu vois. Là, on a vraiment essayé de changer la carte. C'est le coût de la vie ou bien... On a changé la carte, on a changé des trucs. Avant, on avait des plats qui étaient assez chers parce qu'on voulait rentabiliser le lieu, essayer d'être... Une fois qu'on a atteint, on s'est dit, OK, on va baisser les prix, on va essayer de produire. On va essayer de faire du volume, essayer de proposer, que tout le monde puisse acheter ce qu'on veut proposer. Donc, écoute, ça arrive doucement. Oui. Et maintenant, pour finir, on trouve quoi à Kaliendi? Alors, on trouve... Aujourd'hui, on trouve du tchéboujen.
Djemboudje. Du tcheboudjen. C'est quoi? C'est du riz au poisson sénégalais. Ah, djemboudje. Le tcheboudjen, ouais. Tchep, ça veut dire riz en sénégalais. Et on trouve du yassa, donc au poulet, on trouve du bongache, du fogno. Fogno. On trouve une liqueur incroyable, 3 liqueurs incroyables. Et puis, c'est ça. Hein. C'est ça. J'espère qu'ils feront un tour chez vous. Avec plaisir. Voilà. J'espère. Voilà, Monsieur Lino, on va se séparer, mais votre mot de fin pour tous ceux qui nous suivent. Je vous encourage à venir manger au restaurant Le Kaliendi. Et puis on pourra poursuivre ces discussions si jamais il y a des points que j'ai dit que vous souhaitez éclaircir. Et voilà, je vous souhaite tous une bonne semaine. Voilà, et surtout un mot sur la diaspora. Et la diaspora, je vous encourage à venir. Venez en vacances, tester, regardez ce qui se passe. Si vous avez une idée, quelque chose, parlez-en. Faites-vous conseiller, entourez-vous de bonnes personnes et ça va marcher, hein, vraiment. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le promoteur du bar-restaurant Le Kaliendi ici à Niékonakoué. Et j'espère que vous avez aimé tout ce que nous avons dit ici. Et si vous êtes nouveau sur votre chaîne Africazone, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification et surtout les commentaires. On en a besoin pour faire évoluer les choses, pour faire changer les choses en Afrique et au Togo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle rubrique à la redécouverte de l'Afrique. Africazone, c'est l'Afrique qui gagne.